Quand proposez-vous la toxine botulique? 1. Jamais. 2. Si désir de la patiente. 3. Si syndrome vulvo-vestibulaire associé. Et 4. Si vaginisme réfractaire à l'approche sexologique. Donc 19% ont voté jamais, 7% si désir de la patiente, 22% si syndrome vulvo-vestibulaire associé et 52% si vaginisme réfractaire à l'approche sexologique. Merci pour votre attention. On va essayer de refaire le quiz en post-test après les deux présentations. Et je cède donc sans tarder la parole à Dr Ahlem Tiraoui. Ahlem, c'est à toi. C'est bon? J'ai encore une fois un souci technique, je suis désolée. J'arrive normalement. Donc, merci Inès. Merci pour la SCSC de m'avoir offert cette opportunité de partager l'expérience avec les patientes souffrant de vaginisme. Moi, je me souviens encore de la toute première patiente souffrant de vaginisme que j'ai dû prendre en charge. Je n'étais pas à l'époque encore sexologue, mais elle m'a été référée en tant que psychiatre pour prise en charge d'une dépression. Donc, j'ai été tellement intriguée en fait par son histoire que sa prise en charge était devenue pour moi une sorte de challenge. Et donc, c'était une jeune femme qui avait fait des études supérieures. Elle avait aussi fait un mariage d'amour et elle n'arrivait pas à avoir des relations sexuelles avec pénétration avec son amoureux. Et elle désirait, elle était venue consulter puisqu'elle avait envie, pour ce qu'elle désirait avoir un enfant. Donc, déjà, à l'époque, quand j'ai fait mes premières recherches, j'ai été frappée par le fait que, par le nombre vraiment réduit des articles portant sur le vaginisme. Donc, en fait, la sexualité féminine, que ce soit dans le monde occidental, justement, ou dans le monde arabo-musulman, a longtemps été donc, passée sous silence, disons, du fait des tabous éducatifs et évoquer les difficultés que pouvait avoir donc, la femme dans sa vie intime pouvait donc être considérée comme carrément indécent, ce qui fait que peut-être les articles n'étaient pas vraiment en florilège. Pourtant, le vaginisme, c'est un trouble fréquent, et donc que ce soit en population générale, je vais essayer ici de partager avec vous quelques chiffres. Donc, c'est un trouble qui est fréquent en population générale, avec une fréquence qui est de l'ordre de 6 à 9% dans les pays occidentaux. C'est une pathologie aussi qui est assez fréquente, surtout pour les patientes qui consultent pour sexothérapie, avec des fréquences qui varient entre 25 jusqu'à 75% dans les pays donc comme la Turquie, qui s'apparente à notre pays à nous. Et c'est aussi une pathologie qui est très, très fréquente pour les consultations de mariage non consommé. Donc, en Turquie, par exemple, ces taux sont très élevés. En Tunisie, une étude a été faite par Dr Toudi en 2011 et qui a objectivé un taux de l'ordre de 54% pour les mariages non consommés. Nous avons, dans notre service, mené une étude toute récente portant sur 240 patientes ou couples qui étaient venus pour mariage non consommé, et le taux de vaginisme était de l'ordre de 60% chez ces couples-là. Donc, dans la littérature scientifique, le vaginisme a été décrit depuis, en fait, le 19e siècle déjà,
Même si à l'époque, l'opinion qui prévalait était que le vaginisme avait des causes anatomiques, on parlait de spasmes musculaires, de contractures plutôt douloureuses. On a aussi parlé de pathologies psychosomatiques un peu plus tard, le vaginisme ayant été rattaché à une peur profonde, jusqu'à plus récemment avec Kroger qui a parlé de phobie de la pénétration. Pour lui, le vaginisme s'apparentait à l'intromission du moucheron ou clignement de l'œil à la pénétration. Et ici, ça a déjà commencé à paver le pas pour tout ce qui est approche cognitive et comportementale en termes de sexothérapie. Donc, ici, nous nous rendons compte que même si la description clinique du vaginisme paraît simple, le diagnostic est facile, les définitions ne sont pas moins consensuelles. Ceci n'a pas été amélioré, disons, par les nosographies actuelles. Donc, le CIM-10 rapproche toujours le vaginisme du spasme musculaire. Pour le DSM-4, le DSM-5 aussi, les choses ne sont pas plus claires puisque le vaginisme est noyé dans le cadre général des pathologies avec douleur pelvienne. En réalité, sous cette apparente simplicité, il s'agit d'une entité clinique qui est réellement complexe. Et donc, j'ai décidé de vous en parler, de commencer par ça, avant de partager avec vous mon opinion sur la thérapie, étant donné que ça va avoir des implications pratiques pour le choix justement de la thérapie ultérieurement. Donc, ce qui a été retenu empiriquement, c'est que le vaginisme est caractérisé par une contraction, certes, mais non douloureuse, qui va empêcher toute pénétration. Cette contraction est le plus souvent associée à une impossibilité d'examen gynécologique, même si ce n'est pas tout le temps le cas. Il n'y a pas de support organique, en tout cas actuel, au vaginisme, mais surtout, l'évidence empirique souligne le fait que face à cette contracture-là, associée à cette contracture-là, il y a une anxiété importante de la pénétration avec une attitude négative envers la sexualité. Donc, ces deux caractéristiques-là vont être les déterminants de base sur lesquels nous allons opter ou décider, à mon sens, que la sexothérapie sera la seule thérapeutique possible pour le vaginisme. Plusieurs alternatives thérapeutiques, justement, ont été proposées pour le traitement du vaginisme selon les modèles explicatifs qui se sont succédés. L'avènement des thérapies comportementales et cognitives a révolutionné la prise en charge des sexothérapies. Et on parle de thérapie sexo-cognitivo-comportementale. Certains protocoles proposent plutôt des thérapies physiques, donc la dilatation progressive à l'aide des bougies ou encore l'injection de Botox in situ. Cette dernière technique, certes, a fait couler beaucoup d'encre récemment, mais elle n'en reste pas moins hasardeuse étant donné que son efficacité reste à ce jour non prouvée et qu'elle n'est pas non plus dénuée de risques. En tout cas, à moi, il me semble difficile, vraiment difficile de parler d'efficacité thérapeutique, de statuer sur l'efficacité thérapeutique avant de comprendre en amont la clinique qui sous-tend, la mécanique plutôt qui sous-tend le trouble. Donc, au cours des prochaines minutes, à moi d'essayer de vous convaincre des raisons pour lesquelles la sexothérapie, c'est la thérapie pour le vaginisme, la seule thérapie possible. Tout d'abord, il faut savoir que les origines psychologiques du vaginisme ont été décrites dès le XVIe siècle, en fait. Le prêtre et théologien Sanchez avait, dans les débats sur le Saint-Sacrement du mariage, parlé de l'impossibilité de la femme à être pénétrée. Et il a déjà à l'époque mis ça sur le compte des blessures de l'esprit. Il est actuellement établi qu'en dehors des rares cas où le vaginisme survient secondairement à une cause organique relevant surtout de dyspareunie ou d'événements traumatisants liés à la pénétration, le vaginisme à proprement parler, le vaginisme primaire, c'est la conséquence d'une problématique en amont qui peut être soit inhérente à la personnalité de la patiente ou encore à des distorsions cognitives liées à une transmission culturelle, familiale, négative autour de la sexualité, autour de la problématique du corps.
Une histoire traumatique peut aussi se voir dans des abus sexuels pendant l'enfance, par exemple. Friedman, en 1950, avait déjà essayé de dresser un portrait ou un groupe de portraits des femmes qui souffrent de vaginisme. Donc, il a parlé de la Belle au doigt dormant, qui est une femme qui est décrite comme hyper romantique. C'est quelqu'un qui a reçu une éducation plutôt stricte, avec un accent sur le tabou de la virginité, avec aussi la peur omniprésente de la déploration. C'est une femme qui ne connaît pas son corps, en tout cas la partie inférieure de son corps, ou alors qu'elle le dénie. Donc, ça peut peut-être être le cas de la patiente dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, même si ce sont des jeunes femmes, même qui ont un certain niveau d'instruction, une certaine connaissance du corps, elles dénient cette partie-là de leur corps. Donc, pour la Belle au bois dormant, le pénis est à l'origine de fantasmes plutôt terrifiants du fait de sa taille démesurée par rapport au vagin. La sexualité ici va rimer avec peur, dégoût et culpabilité. Donc, chez la reine des abeilles, le désir d'être mère dépasse amplement le désir d'être femme ou le désir de sexualité. Sexualité rime ici avec maternité, oui, mais plutôt et aussi avec danger. La reine vierge ou la guerrière, c'est une femme qui était plutôt agressive et dominatrice. La féminité pour elle est un indice de faiblesse. Elle a besoin de décider. Et le rapport à l'homme, c'est un rapport de pouvoir. Elle a besoin de contrôler. Et la sexualité pour elle, ça va rimer avec combat. Donc, profil de personnalité, oui, mais il y a quand même d'autres facteurs de vulnérabilité qui ont été décrits dans la littérature. Une association fréquente avec des troubles anxieux et phobiques a été mise en évidence. Pour Kaplan, on parle de personnalité pluriphobique. Une faible estime de soi par rapport à la population générale, mais en tout cas par rapport au conjoint, a été décrite avec des troubles du schéma corporel. Des scores de dégoût élevés, particulièrement le dégoût spécifique de la pénétration, ont été objectivés. Ces femmes souffriraient d'une insécurité affective avec des troubles de l'attachement qui sont associés à une immaturité affective et à une relation fusionnelle avec la maman. Ces femmes qui souffrent de troubles de l'attachement méconnaissent justement leur corps et elles ont peur du corps de l'autre. De même, ont été objectivées chez les femmes vaginiques des distorsions cognitives anatomo-physiologiques, des cognitions erronées sur la sexualité, des peurs inspirées par la méconnaissance du corps, mais aussi par la méconnaissance de la fonction sexuelle. Le vagin chez elles n'existerait pas, ou s'il existe, il serait étroit ou fermé. La dynamique sexuelle n'est pas du tout imaginée. Ici, les représentations de la sexualité sont plutôt romantiques et vraiment éloignées de la réalité concrète qui serait pour elles donc plus dégoûtante et crue. Ceci est associé à des représentations plutôt menaçantes de la masculinité. Donc, masculinité rime avec désir de possession, avec pouvoir et donc avec un sentiment de menace. Des conflits intrapsychiques liés au conformisme religieux et à une éducation plutôt stricte ont été aussi incriminés dans la genèse du vaginisme. Le commentaire de la mère pendant l'enfance sur la naissance difficile, des fausses couches, des morts-nés, intrusions. Cette mère-là serait aussi responsable de certaines intrusions physiques ou encore d'intrusions psychiques, une absence d'intimité. Pardon, je perds ma voix. Donc, dans certaines cultures, et notamment chez nous, et c'est le cas aussi dans notre patiente, le rituel du tasfih, rituel symbolique pendant l'enfance, a aussi été incriminé dans la survenue du vaginisme. Donc, les caractéristiques du partenaire de la femme vaginique contribuent aussi au maintien du trouble. Donc, a priori, le choix du partenaire ne se fait pas par hasard. Et là, le partenaire est décrit comme plutôt compréhensif, doux, attentionné et plutôt maladroit. Donc, il va laisser faire, en quelque sorte, et ça va contribuer au maintien du trouble. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à éviter les conflits,
à fuir devant l'adversité ou l'agressivité. Donc, c'est quelqu'un aussi qui, le plus souvent, a peu ou pas du tout d'expérience sexuelle. Parfois, il y a un désintérêt pour la sexualité. Il est décrit souvent comme peu pénétrant. Il a aussi été décrit très souvent une association à une dysfonction sexuelle chez le partenaire ou le conjoint de la femme vaginée. Donc, chose qui va aussi participer au maintien du trouble chez cette femme. Donc, si on considère le vaginisme comme une phobie de la pénétration ou une réaction de peur conditionnée, c'est important de savoir que cette réaction de peur va être acquise par un phénomène de conditionnement. Donc, initialement, il va y avoir association d'un stimulus conditionnel ici, qui est la pénétration, avec le stimulus donc qui va aboutir à une réaction de douleur, et ça va, avec une association simple de stimuli, ça va agir, ça va avoir comme réponse donc une réaction anxieuse avec toutes ses composantes émotionnelles, corporelles ou somatiques, et la composante comportementale, évitement. Si cet évitement-là s'associe à une diminution de l'anxiété, donc il va y avoir, par un phénomène de renforcement donc négatif, donc un maintien de ce trouble-là. Donc c'est l'explication du vaginisme comme réaction de peur conditionnée. Donc, je vous présente ici le cercle vicieux de la peur qu'on peut présenter à la patiente lors de la première partie de la sexothérapie. Ici, c'est important d'essayer d'expliquer à la patiente que cette réaction de peur est conditionnée par un sentiment de détresse, une perte de confiance en soi, par les tabous, donc l'image négative de la sexualité. Ça va aboutir à un comportement d'évitement. Ce comportement-là, responsable d'un abaissement du niveau d'anxiété, mais aussi à une augmentation de la culpabilité, va aboutir, donc anxiété avec le phénomène d'évitement, va aboutir au comportement, à l'installation de la phobie de la pénétration, qui est ici le vaginisme. Des échecs répétés des tentatives de pénétration vont renforcer encore plus ce sentiment de détresse et de baisse de l'estime de soi, avec le sentiment d'anormalité qui va s'installer. Donc, les origines psychologiques du vaginisme ne font pas débat. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que les sexothérapies sont vraiment et réellement efficaces, et leur efficacité a été prouvée. En tout cas, les sexothérapies sont les seules thérapeutiques du vaginisme dont l'efficacité a fait l'objet de plusieurs études. On parle d'efficacité pour Serge Johnson qui était de l'ordre de 100%, mais qui avoisine en tout cas, qui varie entre 50% et 85%. Une récente donc, revue systématique de la littérature qui a comporté quand même 3 études expérimentales ou comparatives et donc 40 études d'observation a donc soutenu ce résultat-là. En tout cas, les sexothérapies cognitives et comportementales sont plus efficaces que les placebos ou que les études comparées. Ce résultat aussi se confirme pour les études d'observation qui ont montré un taux d'efficacité de l'ordre de entre 79 et 82% de réussite en fonction du nombre du degré de puissance des études. Donc, pour les études les plus puissantes, donc le taux de réussite en termes de pénétration réussie était de l'ordre de 82%. Donc, pour cela, donc la sexothérapie du vaginisme semble être la thérapie de référence. Et donc, c'est important aussi de vous parler du déroulement de la sexothérapie en pratique. Le temps fondamental de la sexothérapie ici, c'est l'évaluation. L'évaluation portera sur le symptôme.
Est-ce que la pénétration est impossible? Est-ce qu'elle est incomplète? Il est important d'évaluer aussi le degré d'anxiété et d'impossibilité de faire face à l'angoisse de pénétration. Est-ce que la patiente est capable de se regarder, de se représenter, d'introduire un doigt ou un tampon avec le partenaire? Est-ce qu'il y a des caresses possibles? Est-ce qu'ils arrivent au plaisir? Donc, donc ce temps-là, peut-être que ça a fait défaut lors de l'évaluation initiale dans notre cas clinique, ce qui peut avoir contribué à l'échec justement de la première thérapie. Donc, il faut impérativement prendre le temps pour évaluer le symptôme et pour évaluer le degré d'anxiété. Sinon, on ne peut pas avancer encore plus. C'est important aussi d'évaluer est-ce qu'il y a un évitement sexuel, est-ce qu'il y a d'autres symptômes associés donc chez la patiente. En général, la vaginite ne présente pas de troubles de l'excitation ou de plaisir. Quand c'est le cas, il faut en tenir compte. Il est impératif d'évaluer aussi le sens du symptôme parce que le symptôme pointe ce qui n'est pas dit. On ne va pas traiter la patiente vaginique sur symptômes. Donc, il faut savoir, il faut garder à l'esprit, toujours en matière de sexothérapie, symptômes ne riment pas obligatoirement avec une demande. Il faut voir quelle est la demande de la patiente, mais aussi la demande du couple. Il faut aussi évaluer la patiente, son état émotionnel, l'éducation qu'elle a reçue en rapport avec la sexualité, les représentations du couple aussi. Il faut évaluer le partenaire et la dynamique du couple. Étant donné que le partenaire peut être soit un allié de choix pour la sexothérapie, comme il peut être aussi une charge. Si lui aussi présente une dysfonction sexuelle, si lui aussi il a des problèmes au niveau de la représentation de la sexualité, ou encore s'il n'adhère pas du tout à la thérapie. Il faut évaluer les ressources personnelles de la patiente et du couple. Il faut évaluer leurs attentes. Est-ce qu'il s'agit d'un désir d'enfant? Est-ce qu'il s'agit plutôt de garder le partenaire à la peur qu'il parte? Est-ce qu'il y a un désir de normalité, d'une sexualité plaisir? Et il faut voir est-ce qu'ils sont justement motivés au changement ou pas. Parce que en matière de consultation, en matière d'attente, parfois on peut se rendre compte que les deux sont là, mais l'attention au changement n'y est pas. Ils consultent, ils sont là, la demande. Donc il n'y a pas de réelle demande de changement et là, ça peut constituer un vrai problème à la sexothérapie. Donc, les objectifs de la sexothérapie, certes, c'est d'acquérir des connaissances sur la sexualité, c'est de connaître et se réconcilier avec son corps, avec son sexe, connaître le sexe de l'autre, mais c'est surtout apprendre à lâcher prise et diminuer l'anxiété de pénétration. Il s'agit de résoudre le problème mécanique de la pénétration, et pas que. Ça, on pourrait peut-être le faire par des thérapeutiques physiques, je ne sais pas trop, mais il s'agit surtout de transformer l'équation pénétration-douleur en pénétration égale plaisir. Les cibles d'intervention, justement, donc ça va être le comportement avec la contracture et l'évitement, les distorsions cognitives en rapport avec les personnalités, les représentations de la sexualité et du corps, les émotions négatives et les sensations corporelles qui sont associées à ces émotions-là. Et c'est pour tout cela que les thérapies comportementales et cognitives semblent justement les thérapies de référence parce qu'on peut agir sur toutes ces composantes-là. On peut cibler toutes ces composantes-là par les TCC. Comme autre cible d'intervention, on peut aussi agir sur la communication au sein du couple et on doit agir si on se rend compte qu'il y a une dysfonction sexuelle chez le partenaire. Pour intervenir, encore une fois, il faut faire très attention aux attentes du couple. On ne va pas agir, on ne va pas aller au-delà des attentes du couple. Plusieurs moyens thérapeutiques peuvent donc être utilisés, à savoir la sexo-éducation qui portera sur l'anatomie et la physiologie de la réponse sexuelle, sur les origines et les mécanismes du trouble. On peut utiliser des schémas et donc c'est très souvent bénéfique. On peut aussi s'aider de la bibliothérapie. Comme autre moyen thérapeutique, on utilisera les exercices de Kegel qui vont permettre donc aux muscles périvaginaux de se contracter et la patiente va apprendre à prendre conscience de son corps, d'être en contact avec lui. La relaxation et l'exposition, c'est la base de la prise en charge.
Donc, il va falloir hiérarchiser les situations anxiogènes et puis s'exposer progressivement en imagination ou in vivo. Ici, l'exposition a été faite initialement à l'aide de l'exercice du miroir et ça a réussi. Et ça a buté en quelque sorte quand la patiente est passée à l'exposition donc in vivo avec l'introduction du doigt. Peut-être que la hiérarchisation n'a pas respecté le rythme de la patiente. Donc, un des éléments les plus importants à garder à l'esprit, c'est que même s'il y a des balises, même s'il y a une prise en charge qui peut paraître commune pour toutes les patientes qui souffrent de vaginisme, il faut toujours garder à l'esprit que la hiérarchisation doit suivre la patiente. Elle doit être proposée avec la patiente et en fonction de ses angoisses à elle, en fonction de ses appréhensions à elle. S'il y a une anxiété en rapport avec la pénétration, s'il y a peut-être une anxiété un peu plus générale en rapport ou en lien avec l'homme d'une manière un peu plus globale, avec ou non l'association au sentiment de dégoût. Peut-être que, je me souviens par exemple de ma première patiente justement, qui avait carrément lâché la thérapie quand on est passé à la partie introduction du doigt et donc du fait de ce sentiment de dégoût-là et de la culpabilité par rapport à ce désir d'enfant. Quand on a essayé de travailler sur ça en restructuration cognitive, les choses se sont dénouées et là, on est passé à l'épreuve, à la partie donc, suivante de la thérapie. C'était paradoxalement pour elle beaucoup plus facile, pour ma patiente en question, de passer directement à l'épreuve introduction du doigt du partenaire. Donc, comme autre moyen thérapeutique, on peut aussi utiliser le sunset focus. Donc, il s'agit là d'apprendre de nouveaux comportements sexuels, d'apprendre de nouvelles sensations qui vont conduire au plaisir orgasmique. Il ne s'agit pas de vaincre justement l'obstacle mécanique point barre, mais il s'agit d'en profiter pour atteindre une sexualité plaisir. Et ça va constituer un facteur de renforcement positif pour la thérapie. Ça va aussi, ultérieurement, c'est aussi un élément important pour l'efficacité personnelle perçue donc, en rapport avec la thérapie justement. Un des moyens thérapeutiques essentiel aussi, c'est la restructuration cognitive. C'est vrai qu'en matière de sexothérapie, donc on préconise plutôt l'approche. Je suis désolée de vous interrompre, mais quelques minutes. Il nous reste à peine quelques minutes. Hein. Ok, merci. Merci. Donc, je termine bientôt parce que je pense que c'est très important d'insister sur le poids de la restructuration cognitive et la modification des schémas de croyance pour le traitement du vaginisme. En plus de la thérapie comportementale chez certaines patientes, parce que les croyances cognitives, les croyances dysfonctionnelles peuvent constituer un obstacle majeur à la prise en charge. Pour la progression de la thérapie, il s'agit de s'assurer de la coopération du partenaire, parce que si le partenaire existe, informer, dédramatiser, expliquer le principe de la thérapie, expliquer la progression, utiliser justement toutes les techniques dont on a parlé, et puis résoudre les situations problèmes étape par étape. Exercice du miroir, oui. Exposition en imagination. In vivo, plus ou moins la dilatation avec des bougies. Ce n'est pas obligatoire, ça peut aider. Ici, je vais quand même me poser un peu pour les pièges à éviter. Donc, désolé, docteur Delbel, ça prendra une minute, mais c'est très important, à mon sens. Donc, il faut éviter certaines contradictudes en rapport avec les mesures d'urgence. Donc, la consultation pour vaginisme ou mariage non consommé, en tout cas, peut survenir dans l'urgence. Mais il faut garder à l'esprit que l'investissement corporel, sensuel et érotique ne fait pas justement partie de la réalité de la femme vaginique. Donc, la brusquer, ça risque justement de la bloquer. Il faut aborder le symptôme d'une manière progressive, d'une manière plutôt minimaliste pour aboutir à une généralisation par la suite. Il faut éviter aussi une prise en charge standard, faire l'impasse sur l'évaluation diachronique ou donc inclure le symptôme dans l'histoire de la patiente. Donc, il faut que la conceptualisation soit plutôt personnalisée. Il faut éviter d'ignorer le partenaire et plutôt l'inclure dans la prise en charge. Et il faut surtout être patient et être capable de réévaluer et la patiente et le comportement problème au cas où il y a un échec.
Donc, je termine en disant que le vaginisme, c'est une dysfonction sexuelle qui est fréquente et invalidante. Il s'agit certes d'une contraction réflexe, mais qui a des origines plutôt psychiques. La prise en charge dans ce cas, c'est la sexothérapie, et plus particulièrement la sexothérapie cognitivo-comportementale, dont l'efficacité a été prouvée par les études empiriques. Donc, en cas d'échec de la sexothérapie, je pense que la première étape, justement, c'est de revoir son évaluation et c'est de voir si on n'est pas passé à côté d'un trouble anxieux, d'une dépression, d'une structure de la personnalité particulière, passer la main peut-être ou collaborer avec un psychiatre dans ce cas, ou encore adapter son approche sexothérapeutique donc à la patiente en question. Donc, les thérapeutiques physiques, comme la toxine botulique, oui, peut-être, mais ça me semble plutôt une fausse bonne idée, étant donné qu'on pourrait peut-être donc relaxer les muscles, mais pas vraiment agir dans ce cas sur le côté psychologique, les croyances dysfonctionnelles. Donc, un mot à la fin sur la prévention du vaginisme où le rôle de l'éducation à la sexualité est vraiment très important. Et je te laisse peut-être, Inès, en parler peut-être à la fin. Je te laisse ce plaisir-là. Merci beaucoup, Dr Mtiraoui. Alors, on est déjà en retard, donc je donne directement la parole à Dr Talel Badri. Dr Badri, la parole est à vous. Merci. Merci, Dr Derbel. Merci, Dr Mtiraoui, pour votre présentation. Et puis, en fait, je pense que beaucoup d'entre vous attendent de moi de vous donner une réponse tranchée du genre oui, ça marche ou non, ça ne marche pas. Mais on va voir que la réponse est moins tranchée que ça. J'ai essayé de faire une mise au point concernant la littérature de la majorité des essais qui ont été faits ou les études qui ont été menées concernant l'association de la toxine botulique dans le traitement du vaginisme. Attendez. Voilà. Donc, je vous présente Clostridium botulinum, qui est un bacille gram positif anaérobie et qui produit, entre autres, 8 types de toxines. Et la plus fréquente et la plus utilisée et la plus toxique aussi, c'est la toxine de type A, qui est la plus mortelle et qui est utilisée dans toutes les procédures impliquant la toxine botulique dans le traitement chez les humains. Donc, en fait, quelle est l'action de la toxine botulique? Elle va bloquer le relargage de l'acétylcholine entre le motoneurone et le muscle correspondant. Et cette inhibition de la libération de l'acétylcholine va aboutir à une relaxation de ce muscle. Donc, il n'y aura plus de contraction. Et cette relaxation, c'est aussi là une action. Il y a une action qui est antidouleur, donc une action contre la douleur qui va être utilisée aussi dans certaines indications, notamment des maladies en relation avec une hypertonie des muscles. Je vous présente les deux produits qui sont les plus utilisés en Tunisie notamment, et donc qui comporte le Botox avec 100 unités et Dysport avec 500 unités. En fait, les unités du Botox et du Dysport ne sont pas vraiment concordantes. Il y a, on va dire, une correspondance qui équivaut à une unité de Botox va correspondre à 2,5, entre 2 et 3 unités de Dysport. Donc, il y a cette discordance qui va transparaître dans nos études, les études qu'on va voir. Donc, il y a parfois l'utilisation de toxines avec des doses et on ne sait pas quel type de toxine. Donc, ça va donner une certaine confusion dans l'interprétation des résultats. Donc, en fait, comme a dit Dr Mtiraoui, donc il y a cette contraction des muscles, notamment le muscle releveur de l'anus, qui va aboutir à cette
constriction de l'orifice vaginal. Donc, l'origine, c'est probablement une peur ou une anxiété de la pénétration. Donc, ça va donner cette hypertonie musculaire et donc cette impossibilité à la pénétration. Et donc, pour certains auteurs, il suffit d'injecter du botox, enfin de la toxine botulique dans ces muscles-là pour les relâcher et pour pouvoir faire une pénétration, pour pouvoir permettre une pénétration sexuelle. Donc ça, c'est la première étude qui a été menée dans ce sens en 1997, qui a porté sur un seul cas. Donc c'est une patiente en fait qui porte aussi une maladie inflammatoire et fibrosante au niveau de la vessie. Donc, ce n'est pas vraiment un vaginisme isolé. Et puis, ces auteurs ont utilisé quand même une injection de 10 unités de Botox dans chacun des deux muscles périvaginaux. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? 10 unités, je vous informe que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'une injection au niveau des rides de la partie supérieure du visage. Donc, c'est peut-être une étude qui était dans l'expérimentation, dans le tâtonnement, ce qui fait que les auteurs ont, 7 semaines plus tard, injecté 40 unités quand même, et se sont guidés quand même par l'EMG. Et donc là, ils ont trouvé que ça marchait. Donc, bon, c'était un case report. On ne peut pas juger, mais quand même, il y a eu des études quand même qui ont suivi cette étude-là, une vingtaine d'articles depuis 1997, donc on va dire un article par an, qui parle de la toxine botulique au cours du vaginisme, pour le traitement du vaginisme. Je vous présente cette revue systématique avec méta-analyse. Donc, vous allez me dire méta-analyse, mais il doit y avoir donc des études comparatives quand même. Non, pas tellement que ça. Donc, cette étude randomisée a porté sur 87 patients qui ont reçu, patientes, qui ont reçu de la toxine, et puis uniquement 5 contrôles, donc 5 patientes contrôles, donc 87 versus 5, donc quand on a cumulé les cas, c'est vraiment peu et ça ne permet pas vraiment de conclure. Donc la conclusion de cette méta-analyse, c'est que vraiment, 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 il y a un manque d'études randomisées. Aussi, ces études-là, ces vingtaines d'études, ont parfois associé donc, le vaginisme à des pathologies qui donnent elles-mêmes des hypertonies musculaires. Donc, on voit qu'il y a par exemple des problèmes de vessie, de vestibulite, donc de syndrome vulvo-vestibulaire, d'autres problèmes qui donnent donc cette hypertonie des muscles pelviens. Et donc, vraiment, quand on va injecter du Botox, ce n'est pas vraiment purement dans un cas de vaginisme donc, qui n'est pas associé à d'autres pathologies. Et on se demande même si ça répond vraiment à la définition du vaginisme quand on voit ces articles-là. Ceci dit, il y a quand même quelques articles qui ont porté sur le vaginisme pur, mais aussi, vous allez me dire, bon, donnez-nous les protocoles, donnez les sites d'injection. Je ne peux pas vous faire en produit. Différentes zones d'injection, ce n'est pas la même chose. Les points d'injection ne sont pas standardisés. Donc, il y a certains auteurs qui ont injecté en intravaginal. Comment on peut vraiment facilement injecter par voie intravaginale, notamment chez des patientes assez souvent impossibles à examiner, donc chez qui on ne peut pas faire facilement un examen gynécologique. Certains auteurs ont utilisé la voie intravaginale, d'autres ont préféré quand même donc injecter par voie externe, mais on voit ici donc les points d'injection selon les auteurs. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment une attitude univoque de ces auteurs, ni de point de vue dose, ni de point de vue point d'injection, ni aussi de produits. Parfois, on ne sait pas s'ils ont injecté du Botox ou du Dysport, donc ils disent des unités, mais sans vraiment qu'on sache
quel type de toxines ils ont utilisé. Assez souvent, malheureusement, dans ces études-là, mais vraiment, pas toutes les études, mais assez souvent, les facteurs psychologiques à l'histoire sexuelle n'ont pas été toujours pris en compte. Et donc, ça a constitué quand même des biais à ces études-là. Certains cas de vaginisme sévère ont nécessité des injections sous sédation ou même sous anesthésie générale. Donc, est-ce que la toxine, donc l'injection de toxine dans le vaginisme nécessite de faire une AG? Point d'interrogation. Je vous présente M. Passik. M. Passik, c'est parmi les vingtaines d'articles dont on a parlé, peut-être il en a produit 5 ou 6. Donc, c'est le monsieur qui a travaillé le plus sur le vaginisme. C'est un chirurgien plasticien. Et il a fait beaucoup d'études, mais qui sont des études ouvertes. Donc, il n'a pas fait d'études comparatives, même si sa dernière étude-là a été, disons, financée par la FDA. Ils lui ont donné quand même donc, un code clinical trial et ils ont demandé à évaluer pas uniquement le Botox, la toxine botulique, mais en fait l'inclure dans un traitement multimodal. Bon, c'est une sorte d'évolution dans la pensée du monsieur parce que quand on voit ses premières publications avant cette publication de 2015, on voit que vraiment le monsieur était quand même assez chaud il s'est rendu compte que la toxine devrait être incluse dans un programme multimodal. Donc, cette étude-là a associé la toxine à la bupivacaïne, qui est disons, l'anesthésique local le plus puissant, et puis une dilatation progressive sous anesthésie générale. Vous me dites pourquoi ils font cette dilatation sous AG? Il explique ça en disant que vraiment, quand on va faire cette anesthésie et après l'injection de la toxine et qu'on va insérer les dilatateurs, la femme, quand elle va se réveiller avec un dilatateur à l'intérieur, elle va se dire « Ok, bon, c'est possible d'avoir une pénétration sans douleur. » Et bon, on peut discuter de ce point de vue, mais quand même, il y a une certaine évolution dans son esprit pour dire que peut-être que la toxine uniquement n'est pas un traitement suffisant pour la prise en charge du vaginisme. Alors, on a dit que plein d'études ouvertes, plein d'études, disons, des séries de cas, mais est-ce qu'il y a des études comparatives? Je peux vous dire qu'il y en a deux études comparatives. La première, c'est une étude égyptienne de 2000 qui a traité 8 patientes par de la toxine versus 5 contrôles qui ont reçu du sérum physiologique. C'est une étude comparative qui n'a pas été randomisée, non aveugle. Et puis, le vaginisme a évolué depuis 1 à 3 mois, donc c'est un vaginisme qui a été récemment quand même diagnostiqué, et les patientes ont reçu 25 unités par muscle bulbo-spongieux. 25 unités, ce n'est pas vraiment top. C'est loin des 400 unités dont certaines études ont parlé. Et le mariage a été consommé à J2. Figurez-vous, les dames ont consommé leur mariage selon cette étude-là le lendemain de leur injection. Bon. Et puis, la seconde étude, qui était quand même une étude randomisée, qui est plus récente, donc qui est parue en 2019, c'est une étude iranienne. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comparé une sexothérapie à l'injection de toxine botulique. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que, bon, c'est bien, bon, c'est vrai qu'on a injecté on a injecté 30 femmes, et puis 20 d'entre elles ont eu un bon résultat. Mais, d'un autre côté, sur les 28 patientes qui ont reçu une sexothérapie, 26 se sont améliorés. Donc, en fait, le taux d'amélioration dans la sexothérapie ici était supérieur au groupe Botox, mais bon, le groupe Botox non plus, donc ce n'était pas un mauvais résultat quand même, 2 femmes sur 3. Mais quand ils ont comparé le FSFI des deux groupes, ils ont trouvé que le groupe témoin, c'est le groupe sexothérapie, les FSFI de ce groupe-là étaient de loin meilleurs, et donc les femmes avaient moins de dysfonction sexuelle. Donc, ce sont les deux études randomisées. La seconde, je trouve vraiment qu'elle était de meilleure méthodologie. Alors, la toxine est-elle efficace? La question que je vous pose, que je me pose, peu d'études. Il y a encore moins d'études comparatives, donc je le redis, et les études sont souvent à faible effectif,
avec des pathologies assez hétérogènes. Il y a certains quand même auteurs qui étaient assez honnêtes. Donc cette étude iranienne aussi, de 2004, qui a injecté donc la toxine dans les cas modérés à sévères. Ils n'ont pas utilisé les cas, enfin, ils l'ont pas injecté dans des cas qu'ils n'ont pas jugés sévères. Donc, ils ont dit quand même que les autres traitements, tels que le traitement comportemental, les techniques comportementales, doivent être essayés en premier. Donc, ce n'est pas un traitement de première intention. Et puis, ils disent quand même, la toxine, quand même, elle a montré une certaine efficacité dans les études, dans leur essai. Et donc, ils préconisent quand même qu'elle doit être utilisée d'une façon expérimentale dans des essais cliniques. Donc, tout le monde recommande l'utilisation de la toxine dans des essais cliniques et pas uniquement dans des séries ouvertes. Même cas ici dans cet article de 2011, le Botox seul n'assure pas le traitement des problèmes associés au vaginisme. Donc, bien sûr, on sait bien, et comme l'a dit Dr Mtieraoui, donc il y a beaucoup de problèmes psychologiques associés, sexologiques, et donc ce n'est pas le Botox qui va les traiter quand même. Donc, en fait, si on résume, la majorité des études qu'on a trouvées sont des séries de cas. Et donc, c'est un niveau de preuve 4 avec des preuves scientifiques établies de grade C. Ce n'est pas vraiment donc le grade qui permet de recommander l'utilisation de ce traitement, notamment en première intention dans les cas de vaginisme. Assez souvent dans les études aussi, on ne note pas l'annonce des conflits d'intérêts, ce qui est vraiment pas très sympa, parce que annoncer les conflits d'intérêts, ça quand même donne plus de crédibilité à cette étude-là. N'oublions pas que la toxine aussi est chère, donc le flacon de Botox ou de Dysport en Tunisie coûte entre 1100 et 1350. Donc, c'est des flacons de 100 unités, notamment de Botox, donc ça va coûter 1100 dinars. Si on va utiliser 400 unités, je vous laisse faire le calcul quand même. Et puis, pour conclure, donc, pour vous répondre, est-ce que c'est une thérapeutique efficace ou pas? Peut-être en traitement combiné, donc on va émettre quelques hypothèses, pas uniquement seul, peut-être dans les cas de vaginisme sévère, vraiment qui sont réfractaires aussi à des traitements sexologiques, peut-être après échec des sexothérapies. Tout ça, ça reste des hypothèses, mais quand même, pour avoir la réponse, il faut réaliser des études randomisées. Il ne faut pas négliger non plus l'élément psychologique et l'éducation sexuelle, n'est-ce pas, docteur Delbel? Docteur Debel, Je vous remercie. elle s'est déconnectée. D'accord. Donc voilà, j'ai fini. C'est mon avis sur la question. Enfin, ce n'est pas mon avis, c'est ma conclusion au vu des études que j'ai compilées. Donc, la vingtaine d'études avec la méta-analyse, avec les deux essais cliniques comparatifs, plus ou moins bien menés. Donc, c'est vraiment, il faut faire des études randomisées si on veut voir la place du Botox ou de la toxine botulique. Bon, Botox, c'est la marque, hein, c'est un produit. Bon, je ne fais pas de publicité, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais de la toxine dans le traitement du vaginisme. Et je vous remercie. Je ne sais pas, Inès, elle s'est déconnectée. Est-ce qu'on peut revoir les questions, Sébastien, pour que les amis fassent le post-test? Oui, tout à fait. Inès. Je pense, hein, c'est plus sage. Vous voulez vous-même s'étaler vers le... Vous pouvez Ok, c'est bon, afficher. Inès, elle s'est reconnectée. Elle est là. Ok. Bonsoir, docteur Delbel. Bonsoir, je suis désolée, j'ai eu un problème technique.
Hum, Pas de souci. Docteur Badri vient juste de terminer sa conférence. Donc, c'est à vous de partager le quiz. Merci beaucoup, Dr Badri, pour ce point de vue très nuancé et d'une honnêteté scientifique irrévocable. En tant qu'amatologue, c'est vrai, hein, on est tous victimes de préjugés. On attendait peut-être une autre prise de position de ta part, mais moi, j'ai été agréablement surprise par la nuance que j'ai perçue dans ta présentation. Les dermatos préfèrent injecter cette partie du corps. Je l'ai dit à Bassem. C'est clair. Donc, on va laisser place aux questions, au débat. Et à la suite de quoi, on va refaire donc, le post-test, on va refaire le quiz. Je vais voir les questions qu'il y a déjà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je ne les vois pas. Les questions sont dans la rubrique Q&R. Oui, mais je ne les vois pas, mais j'ai cru voir tout à l'heure. Voilà. Alors, Docteur Mejili qui demande, est-ce qu'il s'agit d'une injection de Botox ou de bupivacaïne? L'étude de Passy en 2015, en fait, voilà, en 2015, il a associé les deux. Donc, il a injecté du Botox, de la bupivacaïne, et puis il a aussi associé l'utilisation de dilatateurs. Pour le même collègue, il nous a mis la méta-analyse de 2018 du Female Sexual Dysfunction and the Placebo Effect. En fait, ça parlait d'effet placebo chez les femmes. Donc, il y avait des dysfonctions sexuelles. C'est vrai que j'ai vu cette étude, chers collègues, mais je ne l'ai pas mise parce qu'en fait, elle ne parlait pas proprement dire du vaginisme, mais elle a parlé d'une pathologie, je pense que c'était la vestibulite, je pense, le syndrome vulvo-vestibulaire, je pense, si je ne m'abuse. Donc, d'une seule pathologie douloureuse chez qui, et donc, l'étude en fait de deux groupes a été effectuée et donc ils ont trouvé vraiment aussi, comme vous dites, qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes et donc justement, d'où le titre de cet article, un effet placebo. Donc les auteurs parlent d'effet placebo lors de l'injection du Botox dans différentes dysfonctions sexuelles féminines. Ils n'ont pas vraiment très spécifié le vaginisme, mais dans la majorité des dysfonctions qu'ils ont étudiées, ils concluent à un effet placebo. Je n'ai pas vraiment parlé de cette étude-là, mais je vous remercie de l'avoir signalé parce que j'ai raccourci un peu la présentation pour qu'elle ne dépasse pas les 15 minutes. Donc, j'ai essayé de me focaliser essentiellement sur le vaginisme. Et je vous remercie encore une fois. Merci, Dr Badri. Alors, une autre question. Je peux voir tout à l'heure aussi, en cas de vaginisme réfractaire ou de vaginisme donc insensible à la sexothérapie classique, est-ce qu'on peut avoir recours à la toxine botulique? C'est à moi donc la question aussi. Donc, c'est la question en fait que j'ai posée en fin de présentation parce qu'on n'a pas vraiment de consensus. Il n'y a pas de consensus puisqu'il n'y a pas de preuve d'efficacité donc par des études, soit par des études randomisées ou par des méta-analyses donc sur des clinical trials. Donc, c'est vrai que la question reste posée quand même, mais en fait, si on va utiliser la toxine botulique, j'essaie de synthétiser ce que j'ai trouvé. Ça ne devrait pas être utilisé seul, justement parce que traité par la toxine, ça ne va pas agir sur la partie anxiété, ça ne va pas agir sur les autres éléments associés. Donc, ça va agir uniquement sur le fait de diminuer le tonus du muscle et ce n'est pas suffisant pour donner une… donc,
une pénétration d'une façon durable, je vais dire. Merci, docteur Badri. Alors, une question pour docteur Mtira, pertinente, très pertinente. La place des antidépresseurs dans le vaginisme. Quelle place pour les antidépresseurs dans la prise en charge de vaginisme? Donc, que ce soit dans les observations cliniques ou même dans les études empiriques, c'est clair que très souvent, le vaginisme est associé à une dépression ou à un trouble anxieux. Donc, si c'est le cas, les antidépresseurs peuvent être d'une aide précieuse. Donc, que ce soit chez la femme vaginique, phobique, ou encore chez la femme qui présente une complication dépressive, les antidépresseurs peuvent être d'un grand apport. Je pourrais aussi ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit par le Dr Badri. Moi, je pense que si le vaginisme ne répond pas à la sexothérapie initiale, c'est que très probablement, il y a eu un problème au niveau de l'évaluation initiale. On est peut-être passé à côté soit d'une comorbidité, soit on n'a pas su prendre en considération le poids important des représentations en rapport à donc de la sexualité ou à la problématique du corps, et on a peut-être bâclé cette partie-là dans la prise en charge. Donc les antidépresseurs, oui, quand le traitement sexothérapeutique initialement n'a pas été efficace, oui, pourquoi pas, ça peut vraiment être un grand apport. Oui, j'ajouterais, docteur Mtiraoui, aussi que avant la sexothérapie, il faut bien préciser, parce que peut-être pour les non-sexologues, ce n'est pas aussi évident, mais avant de commencer une sexothérapie, il faut d'abord traiter un éventuel épisode dépressif majeur ou une éventuelle anxiété invalidante. C'est là, mais on est d'accord que les antidépresseurs seuls ne traitent pas le vaginisme, ni les anxiolytiques d'ailleurs. Évidemment. Voilà, donc une autre question. Oui. Certains articles que je ne qualifierais pas de très très sérieux, donc on propose comme thérapeutique les anxiolytiques seuls ou même les anti-inflammatoires pour le vaginisme, mais c'est pas du tout sérieux parce que ça ne répond pas justement à la mécanique qui sous-tend le trouble, comme j'ai dit au tout début. Évidemment, moi je vais dire une chose qui va peut-être simplifier les choses, c'est qu'il s'agit d'un blocage, le blocage, il n'y a aucun obstacle organique, le blocage est purement psychique. Et c'est quelque chose que je répète souvent aux patientes. Le blocage est uniquement psychique, donc le traitement, il ne peut en aucun cas être organique, en l'occurrence une défloration chirurgicale, une crème anesthésiante, un anxiolytique pour soi-disant anxiolyser la patiente. Seule une sexothérapie, mais en bonne et due forme, qui puisse l'aider à dépasser donc, cette anxiété et cette phobie de la pénétration, peut lui permettre d'avoir une sexualité, une pénétration, accès à la pénétration, une sexualité qui est dans la continuité et qui se passe donc sur la durée. Une autre question pour Dr Badri. Quels sont les effets indésirables du Botox dans cette indication? Oui. Alors, aussi, j'ai squeezé cette partie-là. Oui, Nasma Fik. Ma connexion est un peu quand même lente. En fait, oui, il y a quelques effets qui ont été rapportés. Oui, mais c'est pas grave, on t'écoute. D'accord, il y a quelques effets qui ont été rapportés. En fait, c'est essentiellement la douleur à l'injection, le risque d'avoir un hématome aussi, donc au niveau du point d'injection, et puis le risque infectieux si vraiment l'antisepsie n'a pas été bien faite. Essentiellement, c'est ça, en fait. Ce sont les trois risques qui ont été rapportés par une étude, enfin, qui ont été, rapportés dans une méta-analyse, je pense qu'ils ont cherché les effets indésirables. Ce n'est pas vraiment très rapporté, hein, mais la seule étude qui les a rapportés les a résumés premièrement, la douleur, l'hématome et le risque d'infection locale. Voilà.
D'accord. Alors, une autre question. Place de la toxine botulique en cas de vaginisme secondaire. Primaire ou secondaire, en fait, les études parfois ont mélangé les deux. Donc, elles ont mélangé des patientes qui avaient un primaire et un secondaire. Donc, on ne voit pas vraiment une spécificité fait les études qui ont été publiées du vaginisme secondaire par rapport au primaire. Donc, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas être tranchant sur ce point. Je dirais qu'il faut vraiment faire des études randomisées pour avoir la place de cette toxine dans le vaginisme primaire ou le vaginisme secondaire. Oui, mais moi, je pense aussi, je ne sais pas ce que le docteur Thiela y en pense, je pense qu'il s'agit quand même du même mécanisme, Oui, bien sûr. à savoir la phobie de la pénétration et une anxiété anticipatoire qui mène justement à l'évitement. Je pense qu'il s'agit quand même du même mécanisme et donc de la même thérapeutique. Je pense, je n'ai pas d'études là pour appuyer mes propos, mais je pense qu'elle n'a pas plus de place dans le vaginisme secondaire que primaire. Justement, il n'y a pas de preuve d'efficacité plus dans un vaginisme, dans un type de vaginisme que dans l'autre. Donc, je suis d'accord avec vous aussi. D'accord. Permets-moi, Talel, d'ajouter quelque chose Alors, concernant les effets secondaires justement de la toxine botulique, mais ça, c'est le point de vue du psychiatre justement. Donc, moi, je pense que ça peut aussi renforcer le sentiment d'inefficacité et le sentiment d'anormalité, puisque ça risque de ne pas marcher. Et puis, ça va renforcer le sentiment d'anormalité aussi. Constituer un obstacle en plus pour la prise en charge et peut-être constituer un facteur surajouté de mauvais pronostics pour les thérapeutiques ultérieures. Que les antécédents de thérapeutiques qui n'ont pas marché, Oui. ça risque d'entraver la prise en charge ultérieurement. Je suis d'accord avec toi, mais les études en fait qu'on a vues, que j'ai trouvées, en fait, ne parlent dans leur grande majorité que des résultats positifs. Donc peut-être c'est un biais de publication aussi. Donc il ne rapporte pas cet effet. Donc la plupart des femmes qui ont été guéries, entre guillemets, donc ça va. Les autres, elles ont été soit perdues de vue, soit on n'en parle plus. Donc, en fait, c'est vrai que l'effet secondaire dont tu parles là n'a pas vraiment été étudié, mais c'est un effet qui est, je pense, possible et même Théoriquement, c'est probable plausible aussi. en tout cas, même si ça n'a Donc, pas été prouvé empiriquement, théoriquement, ça se oui, tient. oui, Oui. oui, 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 justement, c'est ce que je vous dis. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si, quand même, oui. Oui. Il y a d'autres questions, docteur Delbel? Je pense qu'elle a eu un problème de connexion, donc. نجم نسألهم أنا peut-être. Jihen Ben Jarad, à 6 mois, on refait ou c'est une cure unique? En fait, les études, la majorité des études qui ont rapporté des effets qu'ils ont qualifiés de positifs ne font pas d'autres cures. Donc, ils trouvent qu'ils consomment le mariage rapidement et donc ils n'ont pas besoin de faire d'autres cures. Mais je ne peux pas vous dire plus que ça. Merci, d'accord. C'est Ramzi. Mouaz, connaissez-vous un praticien qui fait les injections de toxines botuliques en Tunisie, des retours? Des toxines botuliques pour le vaginisme. Pour ça, oui, je connais que ça. Mais je peux pas faire de. Je te donnerai un nom peut-être en off pour pas faire de pub. Si Hafid, l'anesthésie locale vulvaire ou des releveurs a-t-elle une place? En fait, oui, j'ai parlé d'un article qui a utilisé l'anesthésie locale à la bupivacaïne associée à la toxine. Vulvaire, je pense qu'ils l'ont utilisé en vulvaire. Et puis, bon, ça reste toujours une étude ouverte. Donc, on ne peut pas, disons, conclure sur les résultats d'une étude ouverte. Et puis, si Ramzi,
durée à attendre pour juger l'efficacité et l'acceptation des rapports, nombre de séances d'injection intervalle. Ça dépend des études. En fait, beaucoup d'études ont utilisé une seule injection. La majorité ont utilisé une seule injection avec des doses variables, avec des points d'injection variables. Et bon, pour l'efficacité pour eux, les délais aussi sont variables. Enfin, l'étude égyptienne dont j'ai parlé, qui était comparative, a parlé d'une consommation du mariage le lendemain. Bon, ça reste un peu, comment dire, je ne sais pas, difficile à croire quand même, mais ça trouve quand même. Déjà, j'ai pensé à l'incontinence anale pour les effets secondaires. Je n'ai pas trouvé cet effet-là, docteur Karnish. Non, ni incontinence anale, ni autre. On ne va pas injecter le sphincter anal. Ce sera fait les releveurs de l'anus, probablement les faisceaux, les différents faisceaux des releveurs de l'anus. Ou elle a fait les muscles juste bulbo-spongieux, l'héliocaverneux. Voilà. Je pense qu'on n'a plus ainsi quand même. On termine, on prend une question au post-test. B, post-test. Ah, deux petites secondes, parce que là, je vois une question qui m'interpelle. D'abord, il y a Dola Chouchen qui dit que le traitement du vaginisme est pluridisciplinaire. Sexothérapie, mais aussi a une place à la kiné, rééducation périnéale, elle travaille pour connaître mieux son anatomie, etc. Oui, tout à fait d'accord. En fait, la sexologie, déjà, c'est une discipline multidisciplinaire. Et la place de la rééducation périnéale avec les exercices de Kegel est une place très importante dans la prise en charge du vaginisme. Donc oui, tout à fait d'accord. Et là, il y a la question, quelle est la place de la défloration chirurgicale? Je préfère laisser Dr Mtiera y répondre. Elle sera sûrement plus modérée et tempérée que moi. Donc, même si la défloration chirurgicale a été donc proposée historiquement par les Américains, ça n'a aucune place étant donné que c'est dangereux et étant donné que ça ne permet pas d'agir sur tout ce qui est sur les origines psychologiques justement du trouble. Donc, ça n'a aucune place au jour d'aujourd'hui d'indiquer la défloration chirurgicale dans le cadre du vaginisme. Par contre, ça permet encore une fois de renforcer le sentiment d'inefficacité et ça peut être vraiment délétère pour la patiente et pour la relation du couple par la suite. En fait, moi, j'allais poser une question par rapport donc, dans le même sens. Est-ce que l'objectif de la sexothérapie pour vous, c'est de pouvoir avoir une sexualité avec pénétration ou avoir une sexualité plaisir? Donc, dans ce cas, même si on pense que la défloration va permettre, et ça ne le permet pas du tout, une pénétration, ça ne permet pas d'avoir une santé sexuelle épanouie. Donc, pour toutes ces raisons, la défloration chirurgicale n'a aucune place. Tout à fait. On passe au quiz. On passe au post-test. Oui. Donc, je ne sais pas si je dois relire le cas clinique en entier ou juste faire un petit passage. Alors, il s'agit d'un mariage. Je pense que tu as des questions directement. Peut-être femme arbitre en cours de route, non? Ben. Donc, c'est un cas clinique de vaginisme, d'un mariage non consommé pour vaginisme chez une femme de 32 ans, avec une bonne relation de couple, pardon. Pas de dysfonction sexuelle chez le conjoint, qui est compréhensif, soutenant. Notion de rituel de tasfir chez la dame, pas de notion d'expérience sexuelle. L'examen gynécologique est revenu normal et le diagnostic de vaginisme posé. Il s'avère qu'elle présente des symptômes très importants à chaque tentative donc de pénétration et qu'elle a suivi une psychothérapie, une sexothérapie brève
mais elle s'est bloquée à l'étape du doigt. Elle a ensuite lu dans un magazine et elle est allée réclamer donc chez sa gynéco un traitement à base de toxine botulique. Botulique ou une autre tentative de sexothérapie. Donc on relance le sondage. En fait, ce n'est pas la bonne question, Inès. Ah bon? C'est la troisième question pour le sondage. Ah oui. Bassem, ce n'est pas la bonne question. Hein. Il s'agit de la première question là. Voilà. Merci. Ouais. La réponse, donc. Voilà, donc 0% pour les antidépresseurs versus 16% tout à l'heure, 0% pour la défloration chirurgicale versus 8% tout à l'heure, 9% pour les injections de toxines botuliques versus 16% tout à l'heure et 91% pour une autre tentative de sexothérapie versus 60% tout à l'heure. Deuxième question. En cas d'échec de la sexothérapie bien menée, que lui proposez-vous? Un antidépresseur avec une thérapie pour l'anxiété, une défloration chirurgicale ou des injections de toxines botuliques? On relance le sondage. Alors, donc, 0% pour les antidépresseurs versus 0% tout à l'heure. 63% pour l'antidépresseur avec une thérapie d'anxiété versus 68% tout à l'heure. 0% pour la défloration chirurgicale. Et 38% pour les injections de toxines botuliques versus 38% tout à l'heure. Alors, Dr Badri, je pense que tu as été très convaincant. Puisque c'était partagé, donc. C'est partagé, oui, mais en tout cas, pour les participants, c'était convaincant. Bon, la bonne réponse, c'était quand même un antidépresseur avec une thérapie pour l'anxiété pour cette patiente, car elle présente donc une anxiété très importante, très symptomatique à chaque tentative de pénétration, et qui est devenu donc un handicap pour l'accès à la sexualité, même pour les rapports superficiels. Donc, la priorité, c'est de traiter cette anxiété avec un antidépresseur, éventuellement une TCC, donc pour l'anxiété,
c'était la priorité. Donc, défloration chirurgicale, il n'y avait pas moyen. Pour l'antidépresseur seul, oui, c'était envisageable aussi. Et il n'y avait pas encore de place pour l'injection de toxines botuliques à ce stade. Cas d'échec, donc ça on a déjà vu. Ça coince, voilà. Quand proposez-vous la toxine botulique? Donc jamais, si désir de la patiente, si syndrome vulvo-vestibulaire associé, si réfractaire à l'approche sexologique. On lance le sondage. Alors, donc jamais 16% versus 19% pré-test. Si désir de la patiente 4% versus 7%. Si syndrome vulvo-vestibulaire associé 16% versus 22% pré-test. Si vaginisme réfractaire à l'approche sexologique, donc la majorité ont répondu si vaginisme réfractaire à l'approche sexologique, 64% versus 52% en pré-test. Donc voilà, c'est la bonne réponse, mais moi je ferai une petite remarque concernant l'option si désir de la patiente. En sexologie, on répond souvent à la demande donc, des patients. Et si par exemple une patiente vaginique qui se présente en consultation et que sa demande soit la maternité, le fait d'avoir des enfants et que ce ne soit pas un accès à une sexualité épanouie ou normale entre guillemets, eh ben, on ne va pas s'acharner à faire une sexothérapie avec une patiente qui n'est pas du tout disposée à la faire. Et une prise en charge par un gynécologue pour une éventuelle PMA serait plus adaptée donc, à cette demande. On a le devoir donc d'avertir la patiente, de lui expliquer les choses, mais on lui laisse quand même le libre choix et on répond toujours à la demande. Moi, personnellement, dans ma pratique, si je reçois une patiente qui vient me voir pour un vaginisme et qui n'est pas prête à faire une sexothérapie et qui demande à faire l'injection par la toxine botulique et qui est réfractaire à mes explications et à ma psychoéducation, moi, personnellement, je l'oriente vers quelqu'un qui puisse le faire. Donc voilà, si vaginisme réfractaire à l'approche sexologique, même pour la deuxième option, pour moi, c'est un petit plus. Voilà, donc merci à tous. Merci Dr Badri, merci Dr Mtielaoui, merci au laboratoire Teriac, merci la STC. Je voudrais quand même avoir un petit mot de la fin. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le vaginisme, moi je dirais que c'est presque un problème en Tunisie, c'est très fréquent en consultation donc, quotidienne. Chez nous, sexologues, on le voit presque tous les jours. Il ne faut pas le prendre à la légère. Le but, c'est pas du tout d'accéder, comme a dit tout à l'heure Dr Mtira, c'était très pertinent et très important. Le but, c'est pas d'accéder à la pénétration et de consommer le mariage. Non, le but, c'est d'avoir une sexualité épanouissante. Donc, prendre en charge et prendre en question les angoisses et l'anxiété de la patiente, son état d'esprit, si elle est déprimée ou pas, si elle a peur ou pas, si elle subit une pression de la part de la famille ou du mari, c'est très important parce qu'il s'agit initialement d'un obstacle psychique, d'un blocage psychique. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Une petite remarque, un examen gynécologique peut être possible chez une femme vaginique. Et ça, c'est un piège, malheureusement, dans lequel les amis gynéco tombent assez souvent.
quand ils arrivent à faire un petit examen gynécologique ou même un examen gynécologique, pour eux, la patiente n'est pas vaginique. Donc, le vaginisme, c'est différents stades et un examen gynécologique peut être possible chez une patiente. Voilà. Moi, je pense que j'ai fini. Est-ce que Dr Mtiraoui et Dr Badri, vous avez un petit mot à dire avant de dire au revoir? C'était très agréable d'être avec vous deux, Merci. avec Pas que nous deux, vos amis. pas que nous deux. On a Oui, oui, mais avec vous toi. deux, je vous vois, donc c'était très agréable de vous voir, en fait. Merci, merci. Dr Mtiraoui. Merci Inès, merci Talel. Donc, ça a été un plaisir aussi pour moi de participer à ce deuxième webinaire. Et puis, au plaisir de vous voir rapidement. Voilà. Donc, Voilà. merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Agréable. Oui.